Le réseau d'énergie représente à peu près 50% de la puissance qu'au Québec a disponible. Si demain matin, là, on dit qu'il n'y a plus de gaz au Québec, c'est juste impossible. Aujourd'hui, dans la transition énergétique, tu as des visions qui s'affrontent. On aurait vraiment besoin au Québec d'avoir une discussion entre tous les intervenants pour être capable de se donner justement c'est quoi cette tendance-là, c'est quoi cette vision-là, c'est quoi le virage que le Québec veut prendre pour s'assurer de réduire les risques au point de vue sociétal, au point de vue économique. Il n'y a pas encore eu cette réflexion. Philippe Hudon, tu es le fondateur d'Aconovia, une firme de génie conseil spécialisée dans la transition énergétique et la décarbonation. Lancée en 2014, l'entreprise a su prendre sa place en se démarquant par son approche collaborative et sa bienveillance envers ses employés, avec plus de 90 collaborateurs et des projets menés au Québec, en Ontario et même en France. Aconovia connaît une croissance remarquable, notamment grâce à son focus sur l'innovation. Votre vision est claire, devenir un acteur incontournable de la décarbonation. Philippe Hudon, merci beaucoup d'être avec moi sur Hypercroissance aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Antoine, pour l'invitation. Et Philippe, j'aime toujours commencer pour qu'on soit capable d'aider notre audience à bien comprendre ton entreprise. On comprend, firme de génie conseil, chose qui est assez compris pour le commun des mortels, mais vous avez une spécialisation assez pointue ici. Peut-être tu peux prendre un peu de temps de ton côté et expliquer ça à l'audience? Oui, effectivement. Nous, on est des experts en efficacité énergétique. Fait que tout ce qui touche, en réalité, tout ce qui consomme d'énergie au niveau des bâtiments, que ce soit du multirésidentiel, dans le fond, des grosses tours à logement, du bureau, tout ce qui est industriel aussi. Fait qu'on va quand même dans l'industriel assez lourd. On touche autant des alumineries, secteur aéronautique, secteur agroalimentaire. Fait qu'en réalité, on reste assez large en énergie, autant bâtiment neuf, bâtiment existant, que ce soit, dans le fond, effectuer des conseils, des recommandations, des analyses énergétiques, des demandes de subventions. Et on fait aussi beaucoup là, on va dire, d'inspection sur site, de s'assurer que tous les systèmes là, fonctionnent de manière optimale. Là. Et bon, tu as lancé la firme en 2014, je crois bien. Un lancement d'une entreprise, souvent, ça peut être par hasard. Des fois, ça peut être planifié. Des fois, ça peut être via une opportunité qu'on a devant nous. Au meilleur de tes souvenirs, là, ça va faire plus de 10 ans maintenant. Vous êtes sur votre 11e année à Aconovia. Maintenant, comment tout ça a été lancé? Quelle est la genèse de l'organisation? Mais ça n'a pas été réfléchi super longtemps. En réalité, j'étais supposé prendre une relève d'entreprise, dans le fond, une entreprise là, qui œuvrait dans le domaine de la géothermie et de la ventilation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis après quelques mois de travail, je trouvais qu'on ne partageait pas nécessairement la même vision là, avec la personne avec qui je devais prendre la relève. Fait que le jeudi, j'ai annoncé ma démission. Puis là, toute la fin de semaine, je me posais la question, bon, ben, je fais quoi lundi? Je vais porter des CV ou... Mais tu sais, j'avais l'idée de me partir à mon compte un jour où, dans le fond, là, j'essayais de prendre une relève. Fait que j'ai décidé le lundi, let's go, on essaie de quoi? On se lance en business. Fait que je te dirais que c'était pas super planifié. Puis corrige-moi si je me trompe, mais c'était un moment où est-ce que les firmes de génie conseil l'avaient un petit peu dur après toute la commission Charbonneau qui s'est déroulée. On a reçu des joueurs qui sont venus, le groupe Roche qui est venu sur le podcast dans le passé, qui nous ont expliqué tout ce qu'ils ont vécu et ils ont été très, très transparents. Ils ont expliqué maintenant comment ils ont été capables d'évoluer à travers le temps, de faire le changement de nom, mais 2014, lancer une firme de génie conseil, moment peut-être un peu risqué. Comment tu voyais le tout? Je pense que c'est ça, pour se lancer en affaires, ça prend un petit peu d'insouciance et je me décris comme un éternel optimiste. Effectivement, tu sais, au point de vue timing, c'était pas le meilleur, mais en même temps, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans un cycle économique ou dans une période où c'est un creux, les gens ont un peu plus de disponibilité pour te rencontrer puis recherchent les opportunités. Fait que ça me permettait de rencontrer des personnes. L'autre chose, partir une firme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que le secteur de l'immobilier se passe à Montréal, encore là, ça demande, ça m'a demandé de me déplacer. Puis du haut de mes 29 ans, dans le temps, c'est ça, je devais aussi bâtir ma crédibilité dans le marché. Fait que je dois t'avouer que je partais avec un peu plus de vent de face que de vent dans le dos pour démarrer l'entreprise. Mais là, je vois où est-ce que tu es situé en ce moment. Tu es à Montréal, là. Ouais, avec le temps, j'ai déménagé à Montréal. Ça doit faire un peu plus de 6 ans parce que à chaque semaine de faire Alma-Montréal, je dois t'avouer que point de vue familial, c'est pas l'idéal.
Puis, tu as mentionné un point intéressant, les gens ont plus de temps. Ouais. En 2014, quand tu dis que les gens ont plus de temps, est-ce que tu parlais ici davantage des clients, des employés qui peut-être malheureusement avaient perdu leur emploi parce qu'il y a eu de la décroissance dans certaines de ces grandes firmes? De quel temps on parle ici? Ben, non, en réalité, c'est avec le temps avec les clients. Tu sais, les clients sont ouverts aux opportunités. Tu sais, quand tu as un carnet de commandes qui est plein, tu essaies juste de te concentrer sur tes opérations et de voir comment tu es capable de faire sortir ça. Quand le monde commence à dire hey, on manque de projets, ben, tu es à la recherche de plein d'opportunités. Puis, tu sais, je pense qu'on crée nos chances dans notre vie, mais mon premier mandat, c'était de donner des formations dans le domaine en efficacité énergétique. Première formation que j'ai donnée, j'avais un client qui me regarde, puis les choses les choses des fois sont bien faites. Il vient de ma ville natale aussi, allemand. Puis il me regarde pendant la formation, puis tu sais, ouais, il faisait pas trop les exercices, puis il me regarde, puis il dit: «Toi, j'aime ça travailler avec toi, maintenant tu vas faire mes projets». Je me suis rendu compte que ce client-là, qui ont quand même une grande notoriété au Québec, ben, quand je disais que je travaillais avec eux, puis que je faisais de la représentation, je disais: «Regarde, ce client-là, si tu livres pas de la qualité, si tu n'as pas un prix qui est respectable, tu n'es pas proactif, tu peux pas travailler avec eux». Fait que là, les clients, j'étais capable de faire la démonstration là, qu'on était là pour eux, puis là, après ça, ça fait effet boule de neige. Donc, un premier client qui vous donne une chance, vous l'utilisez un petit peu comme étude de cas pour aller chercher d'autres clients. Euh, les firmes de services ont plusieurs manières de croître à travers le temps. Philippe, vous, de votre côté, vous avez quand même pris une spécialisation. Donc, avant de parler de l'aspect de commercialisation, j'aimerais parler un petit peu de cet aspect de spécialisation ici. À quel moment c'était clair pour toi que tu voulais avoir une firme orientée au niveau de la spécialisation que vous avez choisie? Ben, c'est assez naturel, dès que je suis rentré au cégep en mécanique du bâtiment, je commençais le marché de l'efficacité énergétique commençait à avoir quelques petits projets. Puis, mes professeurs, des fois, arrivaient de conférences, puis ils partageaient le matériel, puis moi, j'ai dit: «C'est ce que je veux faire». Fait que 1er stage, je suis venu travailler à Montréal en géothermie. 2e stage, même chose, j'ai été obligé de déménager à Montréal, faire un stage, en efficacité énergétique. Fait que pour moi, c'était naturel de fonder une firme dans laquelle, dans le fond, j'étais développer une expertise. Puis à quel point tu penses que c'est primordial d'avoir cette spécialisation-là quand on veut bâtir une firme de la sorte? Parce que on a tout le temps cette dualité-là entre des firmes qui peuvent être davantage des généralistes et des firmes qui peuvent être spécialistes. Il y a les deux écoles de pensée. Certains vont dire que c'est essentiel à travers le temps de bâtir davantage de lignes de service, de lignes d'expertise pour devenir un petit peu ce fameux one-stop shop. D'autres vont vouloir rester vraiment très, très spécialisés à travers le temps. Comment vous, ça évolue, cette réflexion de votre côté? C'est une excellente question. Nous, ben là, on vient d'annoncer, une fusion d'une entreprise. On vient d'élargir justement un peu, nos services, mais malgré qu'on élargit un peu les services, on va être très ciblé, très concentré là, au niveau de l'efficacité énergétique. Fait que dans le fond, la firme qu'on vient de fusionner, on ajoute la conception, les plans et devis, mais vraiment ciblés, économie d'énergie. La réalité, c'est quand tu élargis à un moment donné tous les services, oui, tu deviens un one-stop shopping, mais c'est difficile d'être compétent dans tout. Et aussi, dans le fond, moi, ce que je vois, c'est que tu accumules tes risques. Parce que dans chacune des expertises, ça te prend un champion. Fait qu'à un moment donné, quand tu es rendu avec 25 champions, s'il y en a un qui part, ben, ça peut être là que tu vas avoir une faiblesse, puis une perte de qualité, puis perdre des clients, puis que ça soit le début un peu de la fin. Fait que moi, je préfère vraiment être concentré, être un expert dans un domaine X. Et à la place, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a agrandi notre territoire. Fait que tout à l'heure, tu parlais qu'on est rendu en France, qu'on est rendu côté Canada anglais. Fait qu'on garde notre expertise, mais on a gardé notre territoire au lieu de garder notre territoire puis agrandir notre expertise. Donc, davantage de faire une croissance par expansion géographique, ce qui est souvent une chose qu'on peut faire également, qui peut très, très bien fonctionner. Parlons un petit peu de cette fusion. Est-ce qu'on parle bien ici de la fusion qui s'est faite avec IME Expert Conseil? Exactement. C'est une entreprise, je dirais les discussions ont évolué quand même assez rapidement. On s'est rencontrés, ça va faire un peu plus qu'1 an. On a commencé à échanger ensemble, puis, tu sais, eux, ils cherchaient pas à nécessairement à fusionner. Tu sais, nous non plus, tu sais, on explorait les opportunités, puis après seulement 2 rencontres, on a dit: «OK, nous, eux voulaient faire plus d'efficacité énergétique. Nous, mes clients nous demandaient de les accompagner un peu plus au point de vue de l'implantation des mesures d'efficacité énergétique. Fait qu'on a fait 1 plus 1, on avait des cultures, des valeurs similaires.
Eux, il y avait besoin un peu plus de structure de gestion administrative. Nous, on était mature de ce côté-là. Eux, il y avait une super de belle équipe qui répondent, vraiment qui respectent notre image de marque de qualité, de proximité, de collaboration. Je te dirais, le mariage, c'est fait vraiment naturel. Puis, tout au long d'une étape d'une fusion ou acquisition, peu importe, il y a plusieurs jalons, puis il peut y avoir plusieurs étapes dans lesquelles ça peut déraper. Puis honnêtement, ça a vraiment été un charme de faire ces démarches-là. On dirait, des fois, on regardait, on disait, non, il est où l'angle mort? C'est quoi qui va nous retomber en pleine face ou qu'on va avoir des problèmes? Fait que, honnêtement, c'est notre première fusion, acquisition, puis c'est vraiment un succès. On a des super de bons partenaires là, avec nous là, qui se sont joints à toute notre équipe. Là. Puis vous étiez une équipe de 50 joueurs à peu près à ce moment-là quand vous avez fait l'acquisition. IME Expert Conseil est environ une trentaine, peut-être quasiment près d'une quarantaine. Donc, vous avez sensiblement grandi l'organisation en termes de taille assez rapidement. Vous l'avez quasiment doublé. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le... Puis je vais vouloir parler un petit peu de cette stratégie d'acquisition par la suite, parce que je pense que dans le service, ça devient essentiel de penser à des stratégies d'acquisition quand on veut croître à travers le temps. Tu nous as dit que le processus pour l'acquisition s'est fait de manière assez stable. Il n'y a pas eu tellement d'enjeux. Que se passe-t-il maintenant peut-être au niveau de l'intégration? Parce que là, ça fait quand même quelques mois maintenant, peut-être 2 mois, vous l'avez annoncé. Comment ça se déroule de votre côté? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est plus difficile que prévu? Non, juste petite correction, c'est vraiment une fusion là, qu'on a fait. Mais non, l'intégration, comme je disais, je pense que la base là-dedans, c'est les valeurs. S'il n'y a pas de type de valeur, tu réussiras, justement, tu vas toujours être un peu imposé ta culture, ton image de marque, ta façon de travailler. Je pense que la base là-dedans, c'est les valeurs. Aujourd'hui, on s'intègre. Juste pendant Noël, on a eu un petit souci, là, en réalité, transfert administratif de dette qui n'a pas marché. Dans le fond, les banquiers, avocats disaient ben, on va être obligé de retarder la fusion. On ne sera pas capable de le faire. Puis ça, j'ai vraiment apprécié. Moi puis l'autre président, on s'est attelé. Puis là, il a dit OK, on trouve l'argent, puis on la fait la fusion. Fait que les deux, on a commencé à regarder, à calculer ou autre. On était capable de ramasser l'argent en 24 heures. Puis là, j'ai comme fait OK, tu sais, là, j'ai vraiment là, un partenaire, un leader. Quand il y a du vent de face, là, on est capable de dire OK, on n'essaie pas de trouver c'est à qui la faute, on redresse nos manches et on trouve des solutions. Fait que, tu dis, est-ce qu'il y a des problématiques? C'est sûr qu'il y a toujours des problématiques, mais dans le maillage aujourd'hui des équipes, s'il y a de quoi, là, on en discute, on le passe à travers. Honnêtement, il y a eu à date là, zéro là, tension, tu pourrais dire, on marchait sur des œufs. Là. À aucun moment ça s'est passé. Et quand tu parles de fusion spécifiquement ici, est-ce que les organisations en ce moment travaillent vraiment tout ensemble ou vous travaillez encore peut-être un petit peu de manière indépendante et vous mixez les équipes des fois sur des projets? Comment tranquillement vous structurez le tout? Là, vu qu'on a fait, légalement, la fusion s'est faite au 31 décembre, on a commencé, initialement, on a intégré toutes nos structures administratives, fait que système comptable, ERP, CRM ou autre, tout a été fait avant la fusion. Fait que ça, toute la gestion est uniforme. Fait que là, aujourd'hui, on a tous des outils identiques. Là, on est en train justement là, de vraiment travailler sur l'intégration des opérations, changer les équipes. Je dirais la réflexion a été faite cet automne de dire comment on pourrait le faire. Puis là, on est en train de plus le mettre en opération. Fait que en 2025, ça va être vraiment de s'assurer, là, comme je dis, la courte pointe, il faut qu'on voit les coutures. Là, c'est notre défi. C'est la réalité d'une fusion en 2025. Mais déjà là, moi, j'adore écouter les personnes parler. Puis, déjà là, les personnes dans l'entreprise d'IME, ils disent non, arrêtez de nous appeler IME ou autre, là, on est l'équipe plan de vie. Fait que, malgré que c'est une entreprise qui existait depuis 30 ans, tout le monde avait leur chandail d'IME ou autre, il y avait une fierté. Puis là, tu vois déjà, il y a une volonté qu'on devienne une équipe. Là, fait que je trouve ça vraiment génial. Là. Fantastique. Puis ça se fait quand même assez vite. Puis, peut-être, parle-moi un petit peu, quand tu parles quand il y a ces acquisitions, ces fusions, ces merges là, qui se mettent en place, il y a plusieurs manières par la suite d'avoir un peu, on pourrait dire, une vision de la direction, c'est-à-dire qu'il peut y avoir encore les propriétaires en place qui restent et qui dirigent l'organisation,
tranquillement, il peut y avoir un plan de transition où est-ce qu'ils vont se retirer à travers le temps. Comment voyez-vous le tout, vous, de votre côté? Est-ce que tranquillement, tout le monde vraiment va travailler sous le même comité de direction qu'avant? Est-ce que tout le monde reste en place dans les deux entreprises? Oui, ben c'est juste, eux, ils ont pris la relève de l'entreprise, ça doit faire à peu près 3-4 ans. Fait qu'eux, c'est déjà une Ah, relève. Fait qu'en réalité, les actionnaires, ils ont plus ou moins mon âge. Fait que, tu sais, c'est des gens OK. qui voulaient continuer de s'impliquer dans l'entreprise. Fait que, Mais avec une plus grosse équipe. exactement. Fait que, tu sais, il y a pas eu, tu sais, de mise à Wow. pied ou, tu sais, de dire: «OK, ben, reste 2 ans, s'il te plaît», là. Tu sais, c'est comme tout le monde voulait travailler ensemble, puis, fait que c'est ça, on a tous trouvé des rôles, puis encore là, tu sais, ça s'est fait comme naturellement. Tu sais, il y a rien qu'on a forcé. Tu sais, on a commencé à discuter des rôles, puis ça s'est vraiment fait naturellement. Même là, il y a certaines tâches ou certains rôles qu'on enlève, peut-être qu'il n'y avait pas nécessairement de plaisir là-dedans. Fait que, tu sais, c'est non, comme j on dit si j'avais à identifier une entreprise, un processus et des individus, honnêtement, je peux pas espérer mieux que qu'est-ce qu'on a fait présentement. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Et peut-être pour continuer un petit peu sur ce point-là au niveau des stratégies d'acquisition, il y a énormément de gens qui sont venus sur le podcast, Philippe, qui sont dans le service, dans des catégories différentes que les tiennes, qui, à un certain point, nous expliquent que pour aller passer à un autre stade de croissance, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te mettes à faire de la croissance par acquisition parce que le marché, d'une certaine manière, va se consolider. Vous en êtes à votre première, je crois, acquisition, on va dire fusion, pardonne-moi ici du terme. Euh, Qu'en est-il est-ce que vous, dans votre plan stratégique, ça fait partie dans les prochaines années de se dire on entoure des cibles potentielles pour faire soit des acquisitions, soit des fusions? Comment vous voyez la suite un petit peu à ce niveau-là? Ouais, il va y avoir de la croissance organique, mais ça va passer par des acquisitions, là. Ça fait effectivement partie de notre stratégie. Puis, tu sais, on a travaillé énormément dans les dernières années sur notre image de marque, sur nos ben, les valeurs, c'est naturel aux entreprises. Qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est des entreprises qui nous approchent en disant: «Hey, je pense prendre ma retraite dans quelques années, honnêtement, j'aime travailler avec vous. Vous avez une image de marque, vous avez un aura qui se dégage, là, puis, est-ce que vous seriez intéressé, tu sais, à acquérir?» Puis là, tu fais comme: «OK, tu sais, on doit faire quelque chose de bien dans le marché». Fait que pour répondre à ta question, la réponse est oui, puis il y a des opportunités, sur la table, que ce soit ici ou à l'international, ou dans le reste du Canada qu'on est en train d'étudier. Fait que ça assurément, ça ne sera pas la dernière. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans la catégorie de génie conseil et qui sont peut-être proches du domaine énergétique comme celui de Philippe, vous savez où aller cogner à la porte. Tu as parlé de croissance organique. Sur le podcast, on aime aborder un petit peu le tout également. Donc, tu as lancé l'organisation en 2014. En 2000 jusqu'à 2024, tu avais amené l'organisation à une cinquantaine d'employés. Félicitations. Et on parlait, toi et moi, juste avant le podcast, que bien entendu, vous accompagnez vos clients au niveau du génie conseil, mais de plus en plus, vous avez un petit peu cette approche d'aller un petit peu plus loin, dans un conseil peut-être encore plus stratégique avec votre client. Le point que j'aimerais ouvrir avec toi ici au niveau de la discussion est le suivant. Comment vous faites un petit peu cette croissance à travers le temps au niveau organique? Est-ce que cette spécialisation d'aider vos clients dans un contexte plus global, ça vous aide à aller gagner des mandats? Comment vous avez été capable de structurer un peu votre croissance organique? Ouais, ben, je pense qu'en 2019-2020, on a regardé un peu notre plan de croissance, puis la première question qu'on avait, on a dit: «Hi, tu sais, le chiffre d'affaires va augmenter pas mal, il va falloir aller chercher des bonnes personnes, puis on est dans une niche d'expertise». Fait que première étape, on a dit: «Bon, mais comment qu'on travaille notre image de marque employeur pour être capable d'aller chercher les bonnes personnes?» Un coup que tu as les bonnes personnes, ben, ça attire aussi les clients à un certain niveau parce qu'ils savent que tu as la compétence à l'interne. Puis, tu sais, l'image de marque d'Econovia est liée à la qualité. Là, dans le marché, tu sais, on rayonne de ce côté-là. Je dis toujours à mon équipe, vous me rendez la job facile. Quand je fais des événements, il y a personne qui me lance des roches. C'est à l'inverse, oui, ils me partagent les bons coups. Fait que, tu sais, pour être capable d'avoir cette croissance-là, on a bâti dans un premier temps une image de marque qui nous a permis à bâtir une équipe solide et d'aller chercher des mandats. L'autre côté, on a eu des opportunités. Tu sais, aujourd'hui, en termes dans notre secteur de l'énergie, ben, tu en entends parler aussi un peu, tu sais, tout ce qui est décarbonation, les changements climatiques. Je dirais là, dans la dernière année, on a réellement débuté la vraie période de transition énergétique puis de volonté de décarboner.
Puis à ça, on a fait un mandat quand même assez stratégique là, avec la STQ dans lequel on a travaillé avec le secteur de la finance pour identifier c'est quoi les risques financiers si aujourd'hui on n'investit pas dans les bâtiments verts. Fait que ce que ça nous a permis aujourd'hui, c'est d'avoir un langage, autant qu'on est reconnu pour notre expertise technique, mais là, on commence à voir aussi, on a adopté le langage des décideurs. Fait que là, de plus en plus, c'est drôle, là, je rencontre des grands groupes immobiliers, puis je rencontre leur conseil d'administration au complet parce que les VP me disent, hey, qu'est-ce que tu nommes là? On a de la misère à bien capter, à bien saisir ces risques-là. Fait qu'ils disent, faut que tu viennes rencontrer mon conseil d'administration. Il y en a un autre avant Noël qui me dit, faut que tu viennes rencontrer mes investisseurs. Faut que tu viennes leur parler parce qu'on sait qu'on doit le faire, mais on n'a pas encore trouvé la recette pour comment être capable de l'intégrer dans notre vision. C'est ce que je te dirais qui fait la différence. Ça reste que on adresse ce langage-là, qui peut-être en termes de facturable va représenter 2-3 mais qui va avoir un impact réel parce que les clients savent qu'on est capable de les accompagner la stratégie à mettre ces stratégies-là en place. Il y a beaucoup de ventes consultatives dans votre catégorie, soyons honnêtes. C'est-à-dire que c'est beaucoup de la compréhension de marché qui va pouvoir nous permettre à la fin d'aller gagner le mandat. Est-ce que c'est toi qui charge de tout ça chez toi? Euh, Comment je pourrais dire? Je me qualifie comme la mascotte de service. Parce que j'ai mon équipe de vente, j'ai mes équipes d'opération ou autres. Fait que moi, dans le fond, mon équipe vient me chercher justement pour des rencontres clés comme ça où je suis capable de partager ce langage-là. Fait que, moi, je te dirais, dans mon rôle, je m'assure de voir un peu où que le marché va, de comprendre ces dynamiques-là un peu plus financières. Fait que je dis quand même sur plusieurs thématiques et pour être capable d'œuvrer. Fait qu'après ça, quand ça tombe plus, on va dire opération vente, c'est suivi, bien client ou autre, là, j'ai mon équipe là, qui le gère, mais tout ce qui est on va dire faire des certains articles avec les clients ou venir adresser ce niveau-là. C'est là que je vais interagir. Puis, même là, autant dans les conférences ou même dans des rencontres, on va dire un peu plus d'influence réglementaire, vision politique, vision énergétique du Québec. De plus en plus aussi, je suis consulté d'une manière formelle ou informelle parce que justement, là, j'ai une certaine vision. Puis aussi d'avoir du développement à l'international. La situation énergétique au Québec, la situation énergétique en France et en Ontario, c'est complètement différent. La façon d'aborder l'énergie est complètement différente. Là. En Europe, là, ça m'a vraiment marqué. L'Europe est un marché qui travaille énormément. Tout ce qu'ils vont faire passer va passer par une réglementation. Nous, en Amérique du Nord, on passe beaucoup par le système économique. Fait qu'on le voit, la transition énergétique ou de décarbonation. En France, là, ils ont une multitude de décrets avec une vision court, moyen, long terme. Ici, on est vraiment pauvre en termes de vision et en termes de réglementation. Par contre, le secteur de la finance aujourd'hui sont en train de dire, moi, je vais devoir déclarer mes émissions de gaz à effet de serre. Fait que c'est eux qui sont en train de mettre la pression sur les développeurs immobiliers, les gestionnaires, pour se décarboner. Fait que c'est vraiment intéressant de voir même problématique, même enjeu, mais abordé d'une manière très différente. Puis bon, j'aimerais ouvrir la porte ici avec toi parce que je pense que ça peut être très intéressant. On a reçu Éric Lachance, le PDG de Énergir, il y a à peu près un mois sur le podcast. Très belle discussion avec lui qui nous expliquait un petit peu la dynamique énergétique au Québec, les possibilités de croissance pour Énergir. On t'amène dans des rencontres pour présenter le tout à des conseils d'administration. Parle-nous un petit peu de ça pour l'audience qui nous écoute aujourd'hui dans notre catégorie. Parle-nous un petit peu de ces fameux principes de décarbonation que tu expliques d'avoir des buildings verts à tes différents clients, les avantages. Parle-nous un petit peu de la dynamique, la thématique qui s'installe en ce moment. Oui, je dirais la dynamique énergétique au Québec a changé énormément depuis 2 ans. À la fois, on parle de décarbonation, Énergir est un acteur qui est en train de transférer, dans le fond, le gaz naturel dit un peu plus conventionnel vers du gaz naturel renouvelable. Puis de l'autre côté, Hydro-Québec, souvent quand on pense décarbonation, on dit on va tout électrifier. L'enjeu, c'est que Hydro-Québec manque de puissance dans le réseau aujourd'hui. Puis pour nous, comme Québécois, on a toujours vécu dans une ère d'abondance énergétique. Fait que là, on parle d'abondance énergétique, puis on dit, on va tout électrifier, ça va être facile. Puis là, en même temps, Hydro-Québec dit, nous, on n'a plus de puissance aujourd'hui, puis on doit changer nos réflexes, on doit faire vraiment attention à ça. Fait que là, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué pour des décideurs parce que
eux, on est encore dans le paradigme de l'énergie. J'en demande à Hydro-Québec, ils vont m'en donner. Puis là, je vais décarboner. C'est correct. Là, je me transférerai à l'électricité quand ça va être le temps. Et là, quand on commence à partager tous ces éléments-là de risque en disant, là, Hydro-Québec n'a plus nécessairement la puissance, les coûts énergétiques, s'il manque d'énergie, soit que Hydro-Québec va dire non, soit qu'il va augmenter les coûts. Fait qu'à un moment donné, c'est un incontournable. Là, Hydro-Québec ne pourra pas juste bâtir de la nouvelle puissance. Fait que quand tu commences à présenter ça aux décideurs, là, ils font OK, il y a une niche de risque énergétique. De l'autre côté, quand on regarde les normes comptables au point de vue canadien vont changer. En fond, les entreprises vont devoir déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre et vont devoir aussi déclarer leurs risques climatiques. En fond, s'il y a des réchauffements climatiques de 1,5, 3, 4,5 degrés, ton bâtiment va tout être inondé. Fait que si tu déclares tes risques climatiques, ton bâtiment risque d'être dans une zone inondable, ça se peut que quand tu ailles voir ton banquier, ça soit un petit peu plus difficile d'avoir des prêts. Et la même chose, si ton banquier doit déclarer ses émissions de gaz à effet de serre, lui, s'il te prête de l'argent, puis ton bâtiment, il y a une haute teneur en carbone, lui, l'argent, dans le fond, qu'il va te prêter, il va falloir qu'il déclare les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à ce prêt-là. Fait que là, aujourd'hui, des bâtiments quand même assez emblématiques au Québec ou des parcs immobiliers, les banquiers commencent à dire, moi, si tu n'as pas de plan de décarbonation, je suis vraiment intéressé à te prêter. Fait que le langage commence à changer, alors que normalement, c'est pour le monde en entreprise, c'est comme, tu as un bâtiment emblématique, la rentabilité est là, go, je vais te prêter. Puis là, ils commencent à avoir cette dimension-là. Puis là, des décideurs qui font comme, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi j'ai autant de questions par rapport au développement durable? De l'autre côté, avant, au point de vue énergétique, ça n'a jamais été une question. Aujourd'hui, on parle de pénurie, puis de la misère à me faire accorder. Fait que c'est comme si on n'a pas encore bien intégré ces risques-là dans nos décisions. Un autre des enjeux aujourd'hui, c'est quand on parle je vais dire bâtiment brun, bâtiment vert là, pour simplifier un peu le discours. Là. Mais si aujourd'hui, tu investis dans un bâtiment brun puis tu le transfères en vert, tu n'es pas capable de capter la plus-value de cette transition-là, d'avoir verdi ce bâtiment-là. Quand tu parles avec des financiers, tu dis OK, tu n'es pas capable de capturer cette valeur-là, puis en même temps, ils disent dans 5 à 10 ans, moi, je vais payer plus cher pour des bâtiments verts. Fait que là, je leur dis OK, tu as investi pour verdir ton bâtiment, mais tu dis qu'il n'y a aucune plus-value. Puis d'autre côté, tu me dis dans la phrase suivante que tu vas payer plus cher. Fait on est en train d'essayer d'aider le marché à dire OK, on est tous cohérents, il faudrait avoir une vision globale pour dire si tu verdis un bâtiment, comment tu es capable de capturer cette valeur-là, d'avoir un actif qui va être décarboné. Fait ça, je dis, on s'approche de plus en plus du secteur de la finance pour être capable, dans le fond, de répondre aux enjeux qui répondent, dans le fond, à des enjeux de gestionnaires et de promoteurs immobiliers, puis qui se transforment à la fin en nous, on recommande des solutions techniques, mais on fait comme le chemin inverse, on part du financier à du technique, et alors que normalement, c'est l'inverse. C'est le technique qui propose des solutions qu'on a besoin de cogner à la porte du financier, puis s'il te plaît, est-ce que tu as l'argent pour telle mesure d'efficacité énergétique? Mais là, c'est chemin opposé. C'est vraiment intéressant. Puis dis-moi à quel point tu sens que sur 5-10 ans, un actif vert, on va l'appeler comme tu le disais, là, un immeuble vert, va gagner vraiment en valeur comparativement à un actif ou un édifice brun. Si tu avais peut-être à faire un delta entre les deux sur 5 à 10 ans, sur l'évolution de tout ça, comment vous faites des planifications? Comment vous présentez ces modèles-là peut-être avec des clients? Parce que j'imagine que c'est ça qui doit vous poser comme question. Comment que les deux vont vieillir en termes d'évolution d'actifs, d'évolution de valeur? C'est une question qu'on essaie de répondre. Aujourd'hui, dans le fond, en réalité, on présente un peu tous ces risques-là, puis c'est difficile de, comme je dis, n'importe quelle boule de cristal, il n'y en a aucune qui est bonne. Fait qu'aujourd'hui, Ouais. je dirais que c'est plus un dialogue. Est-ce qu'il y a un delta global qui s'installe peut-être, non? Il commence à avoir un peu d'informations qui circulent, mais tu sais, un des enjeux, tu sais, où aujourd'hui, il n'y a pas assez d'historique, puis il n'y a pas assez il y a pas assez d'informations. Quand on construit un bâtiment vert, nouvelle construction, les évaluateurs ne sont pas capables de capter cette valeur-là. Fait que, tu sais, il y a comme un peu le jeu de frein. Tu n'es pas capable de capter cette valeur-là. Donc, si tu investis plus dans un bâtiment, puis l'évaluateur ne le reconnaît pas, au bout de la ligne, ça ne passe pas, tu n'es pas capable de le faire. Fait que, dans le fond, je dirais, c'est ça, on aide à changer un peu les matrices décisionnelles au niveau des organisations.
De l'autre côté, on est en train d'essayer de préparer là, une étude dans le marché avec le secteur de la finance, justement pour que, en réalité, c'est comme tous les financiers sont un peu tout isolés. Puis, tu sais, ils analysent tout ça un petit peu de leur côté, mais ils disent ah, mais tu sais, ça, c'est pas reconnu par le marché. Fait que dans le fond, on ne peut pas analyser les dossiers de cette manière-là parce que c'est pas reconnu. Fait que là, on est en train de dire OK, on va tous vous mettre là, ensemble, là, on va analyser, puis on va dire c'est quoi les nouvelles balises? Parce qu'on est tous conscients, mais comme dit un de mes associés, il dit un financier, ça ne veut pas se tromper tout seul, ça veut se tromper en gang. Fait que comment qu'on peut essayer de se tromper en gang, essayer de capter cette valeur-là, puis de voir les risques qui arrivent, puis après ça, là, on va être capable d'accélérer la décarbonation de cette manière-là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadienne avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Parce que, bon, bien entendu, il peut y avoir un delta en termes de valeur qui se met en place, mais également, et là, c'est peut-être là que tu pourrais éduquer un petit peu notre audience là-dessus, à quel point qu'il y a en ce moment peut-être des pénalités déjà qui s'installent ou vous prévoyez qu'il pourrait y avoir des, je ne sais pas si le terme pénalité est bon, là, mais on pourrait dire dans les 5, 6, 7 prochaines années qui pourraient se mettre en place d'instances gouvernementales parce que, comme tu le dis, bon, personnellement, moi, j'habite en Europe, les régulations ici sont totalement différentes au niveau énergétique qu'elles le sont au Québec, au Canada. L'abondance en énergie, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous prévoyez ça un petit peu qui pourrait se mettre en place? Oui, les éléments, réglementation, c'est en train de se mettre en place. Justement, en Europe, il y a un système de cotation énergétique. Tu sais, chaque bâtiment, quand tu le vends, et même l'affichage est obligatoire. Ça, c'est un règlement qui va être mis en place, là, dans le fond, les bâtiments, il y a un système de cotation qui va être mis en place au Québec. Quand tu parles justement côté européen, la DPE, aujourd'hui, des bâtiments qui sont cotés, on va dire, avec une performance très faible, là, qu'on appelle des passoires thermiques, en chambre, aujourd'hui, c'est plus possible, certaines catégories, des louer ou des vendre. Fait que dans le fond, si ton locataire quitte ton loyer, tu n'es pas capable de le relouer. Fait que ça, aujourd'hui, ça veut dire une perte de revenus et une perte significative de valeur pour les bâtiments en Europe. Fait aujourd'hui, les réglementations sont en train d'évoluer au Québec pour atteindre un peu, est-ce qu'on va atteindre les mêmes choses qu'en Europe? On ne le sait pas, mais tout est en train de se mettre en place pour être ça. Fait que si tu as un actif que tu n'es pas capable de louer, que tu n'es pas capable de vendre, ben, imagine les pertes financières. Puis même là, tu sais, je parlais avec un investisseur immobilier là, qui est au Québec qui me disait, je parlais avec un propriétaire d'actifs en France. Il dit, j'ai vendu un pack d'actifs bruns
avec un discount, dans le fond, avec une réduction de prix de 5. Fait qu'il dit, tu sais, en immobilier, là, on ne vend jamais un actif avec un discount. Mais il dit, je voulais le vendre rapidement. Il dit, l'autre personne, après quelques années, là, on parle de 2, 3, 4 ans, là, a perdu une valeur significative parce que lui, il ne voyait pas venir ces problématiques-là en termes de réglementation, en termes de DPE. Fait que dans le fond, c'est là qu'il a vendu avec un compte de 5. Il l'a vendu au bon moment. Il a fait une mini-perte. Mais l'autre qui a acheté a fait une perte majeure financière parce qu'après ça, lui, il a ramassé les réglementations. Puis là, il ne pouvait plus vendre, puis il y avait des difficultés à louer. Fait que c'est là qu'aujourd'hui, en réalité, si tu viens investir, tu viens verdir un actif, tu viens te protéger de toutes les tempêtes. Si tu ne le fais pas, tu t'exposes à toutes les tempêtes en termes de perte de valeur, en termes de perte d'attractivité. Je donne l'exemple, aujourd'hui, si tu es une tour à bureau triple A, une tour de prestige à Montréal, puis à l'entrée du bâtiment, que tu vas avoir une cote énergétique qui dit que tu n'es pas bon. Dans le fond, tu es E et tes locataires en haut payent les prix de loyer le plus haut. Ben oui. Ben, ça se peut que quand tu vas renouveler le bail ou quand tu vas chercher un nouveau locataire, ça se peut qu'ils regardent ailleurs. Fait que, dans le fond, soit il va regarder ailleurs, soit tu vas être obligé de baisser ton prix de location. Tu baisses ton prix de location, tu viens de baisser ta valeur de ton actif. Effectivement. Puis peut-être juste pour situer les gens ici qui nous écoutent, moi, personnellement, en ce moment, j'habite à Barcelone et dans les endroits que tu loues ou que tu achètes ici, la première chose qu'on va dire, c'est si l'édifice est basé de A à E. C'est la première chose qu'on va dire. Et juste pour que les gens comprennent l'importance de ça, le coût de l'énergie, que ce soit l'eau que tu as à payer, que ce soit le chauffage, que ce soit l'air climatisé, peu importe, on peut parler d'une différence de x5 selon si le building est A ou E. C'est juste pour que les gens soient capables de comprendre. Donc, ton loyer, on va prendre un chiffre approximatif, s'il était de 2 000 € et que tu aurais un coût énergétique de 50 € par mois, bien, il peut avoir l'autre building que c'est plus de 2 050 €, mais littéralement, qui pourrait être 2 250 € par exemple. Donc, ça peut faire toute la différence sur ton pouvoir d'achat au final. Donc, peut-être des fois, on a de la misère à comprendre quelque chose jusqu'à temps que ça impacte notre porte-monnaie, mais la pérennité d'un immeuble, ça peut changer énormément de choses pour un locataire qui soit résidentiel ou commercial. Oui, puis tu sais, quand on a fait une étude, aujourd'hui, en termes de performance énergétique, on commence à avoir une certaine culture ou voir ces risques-là. Mais imagine que tu viens de construire un bâtiment qui est neuf et dans 10 ans, ta stratégie énergétique là, est plus bonne. Tu es obligé de rénover un actif que tu n'as même pas encore fini d'amortir les équipements. Tu n'as même pas fini de rembourser les équipements, mais tu es déjà obligé de les rembourser. Alors, quand on le regarde en termes de flux monétaire et de rentabilité, tu viens complètement tuer ta rentabilité sur ton actif. Fait que, tu sais, pour moi, c'est est-ce que le risque est, au point de vue financier ou en termes d'investissement est élevé d'avoir un bâtiment vert, même si tu en mets un peu plus? La réponse est non, parce que tu viens de le protéger. Pour moi, ceux qui continuent d'investir dans les bâtiments bruns qui sont complètement, on va dire, qui commencent à être obsolètes en termes de vision énergétique, honnêtement, il va y avoir une énorme gestion de risque. Fait que moi, ce que j'aime, des fois, je suis un peu baveux dans ma nature. J'aime dire aux développeurs, aujourd'hui, là, la ligne se sépare. Tu as les visionnaires qui sont prêts à investir un peu plus, puis à prendre, on va dire, un peu plus de risque en investissant un peu plus dans un bâtiment pour le rendre vert. Puis tu as les autres qui vont passer à travers toutes les tempêtes. Puis après ça, ceux qui vont avoir un parc immobilier résilient, ben, vont venir racheter à rabais ceux qui vont avoir pris les mauvaises décisions. Fait que le marché va se séparer. Fait que dans quel groupe tu veux faire partie? Ben ça, c'est ta vision corporative. Je te laisse choisir. Non, effectivement. Tant qu'à parler un petit peu d'énergie, je sortirais peut-être un peu du volet résidentiel. J'aimerais t'entendre sur le sujet. La force énergétique canadienne, au moment où on se parle, au niveau du nucléaire, je pense que l'équivalent d'à peu près 15 de l'énergie canadienne qui est produite par le nucléaire. Quelle est ta vision là-dessus? Parce que de plus en plus, il y a des discussions, des interrogations, des débats sur l'énergie nucléaire avec tout ce qu'on va avoir de besoin pour produire les nouveaux systèmes technologiques qu'on est en train de mettre en place, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle ou autre. On a besoin de plus d'énergie, on a besoin d'en créer plus. Quelle est ta vision, toi, sur l'énergie nucléaire, qui est une énergie qui est excessivement propre, mais qui paradoxalement fait peur? Des fois, on n'a pas nécessairement envie d'en créer plus. Quelle est ta vision là-dessus?
C'est certain, entre l'Europe et surtout Québec, c'est quand même assez différent vu que, tu sais, on a accès à l'énergie à l'hydroélectricité. Mais tu sais, c'est drôle, en Europe, on dit qu'il y a 5 ans, les écologistes montaient ces centrales nucléaires puis ils disaient: «Plus jamais» ou autre. Puis là, maintenant, c'est comme: «Ah, tu sais, ça fait partie de la stratégie énergétique». Fait que, tu sais, Totalement il y a l'inverse, il y ouais. a il y a il y a un changement de mentalité, puis il y a moins de crainte. Tu sais, même au Québec, tu sais, on recule de 2 ans, jamais on n'aurait pensé de nommer le mot nucléaire, encore que c'était possible de refaire des centrales, alors qu'aujourd'hui, c'est une opportunité. Mais en termes énergétiques, tu sais, il y a 2 éléments, tu sais. Il y a la production, mais il y a aussi la distribution. Tu sais, j'aime dire, malheureusement, l'énergie n'est pas Wi-Fi, là. Fait que, tu sais, si tu fais des éoliennes dans le nord du Québec, là, il faut que tu la transportes à quelque part. Fait que, tu sais, même là, quand on a fait la dernière ligne haute tension, là, il y a peut-être des cantons qui passaient sur des terres agricoles, là, pour acheminer de l'énergie sur l'île de Montréal. Il y a pas mal de monde qui se sont déchirés à la chemise pour pas que la ligne passe chez eux. Fait que, tu sais, aujourd'hui, les besoins énergétiques sur l'île de Montréal sont assez, pressants. Fait que, tu sais, même si on produit beaucoup d'énergie, ben, il faut l'acheminer sur l'île de Montréal. 2, il faut avoir des postes de transformation. Tu sais, juste trouver des terrains à Montréal, c'est assez compliqué. Tu sais, là, on est obligé d'agrandir un poste de transformation au centre-ville de Montréal, proche de l'îlot, des voyageurs. C'est un beau parc, mais là, tu sais, c'est à peu près la seule place qu'on peut mettre un gros poste de transformation. Fait que, tu sais, à un moment donné, on va dire de vivre dans une culture pas d'abondance énergétique, mais on ne fait pas vraiment attention à notre énergie avec des coûts qui sont ridiculement faibles. Ben, à un moment donné aussi, ça vient avec des conséquences. Tu sais, Hydro, il faut qu'il mette un poste de transformation, une place sur l'île de Montréal, mais malheureusement, il doit le mettre une place sur l'île de Montréal, puis ça se peut que ça soit dans une zone publique. Fait que, tu sais, faut comprendre, c'est ça, c'est que tu as la production, la distribution, on va dire interrégion et la transformation, production locale. Fait que, tu sais, tout est relié. Si il y a un goulot d'étranglement ou tu sais, il y a une saturation du réseau à quelque part, même si tu en produis plus, tu ne seras pas plus capable de répondre aux besoins locaux. Je pense qu'on s'en rend pas compte au Québec à quel point qu'il y a de l'abondance énergétique. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a pas beaucoup de pays, de provinces qui ont cette capacité-là. Est-ce que je me trompe? Alors, tu sais, moi, j'aime dire maintenant, j'aimerais ça voir les plaintes électriques là, au musée. Là, je voudrais plus les voir dans les bâtiments. Là. C'est ça qu'en réalité, on n'a pas cette conscience-là. Tu sais, pour nous, c'est comme Pas du tout. non, mais, tu sais, il y avait une conférence de presse à un moment donné. Quand il fait froid au Québec, il y a toujours le ministre ou le PDG d'Hydro-Québec qui sort et qui dit Ah, il fait froid, il faut baisser un peu la température, il faut faire attention, tu sais, pas faire de lavage, repousser ça, la sécheuse, le lave-vaisselle. Et puis, dans le fond, tu avais un ministre de l'Énergie à un moment donné qui fait froid puis qui a dit Ah, tu sais, il faut faire attention aujourd'hui, mais au Québec, il fait frais, ben, il faut chauffer quand même. Fait que, tu sais, c'est la pire pointe qu'Hydro-Québec a eue de son existence. Fait que, tu sais, c'est ça, on n'a pas cette conscience-là. Puis, tu sais, même par rapport à l'Europe, c'est le niveau de confort. J'aime dire qu'on est des êtres assez spéciaux en Amérique du Nord, là, qu'on a besoin de chauffer les bâtiments à 23 puis les climatiser à 21. Je ne sais pas ce qu'on a avec notre notion de confort, mais on est assez en décalage versus en Europe. Tu rentres dans un bâtiment à 20, il n'y a pas de plainte. Là. Tu fais un bâtiment à 20 ici au Québec, le téléphone n'arrêtera pas de sonner. Ça va être impensable. Les gens vont dire Vous êtes malade, vous allez me faire geler, on va tous être malade. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, il y a une vision, un questionnement au point de vue de société à dire qu'est-ce qu'on veut avec notre énergie, mais de la consommer. Et plus on retarde cette discussion-là, plus on pèse le problème en avant. Puis je dois t'avouer qu'aujourd'hui, je vois un énorme risque pour le Québec parce qu'on n'en a plus de puissance, puis il y a pas encore cette vision-là, puis il n'y a pas encore cette décision-là prise en termes de comment on va réduire notre consommation énergétique. Fait que une réelle problématique. Qu'est-ce que ça prend pour faire comprendre à des gens l'impact d'une consommation énergétique? Et je trouve que c'est une question qui mérite vraiment la peine d'être réfléchie parce que, soyons honnêtes, se le faire. Bon, là, tu vois, on enregistre le podcast le 9 janvier 2025. À chaque fois qu'il y a un drame, je pense à ce qui se déroule en ce moment en Californie, on commence à faire des associations dans notre tête qui soient bonnes ou qui soient moins bonnes. Mais souvent, c'est des drames qui vont pouvoir commencer à nous ramener à un état que, bien entendu, la planète est en train de changer, est en train d'évoluer. Et là, par la suite, c'est là qu'on peut remettre, on pourrait dire, en réflexion certaines de nos habitudes quotidiennes. Toi, de ton côté, qu'est-ce que ça prend pour faire changer
des consciences sur une consommation énergétique? Est-ce qu'il faut simplement que ça impacte le porte-monnaie? Est-ce que ça vient de drames comme on est en train de voir? Ben, c'est un ou l'autre. En réalité, là, on le voit déjà, tous les nouveaux blocs de kilowatts, les nouvelles industries qui veulent s'alimenter, ben, ça passe via la loi 2, via un processus gouvernemental. Euh, En réalité, soit que ça passe par des réglementations, des réglementations en Amérique du Nord, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu moins dans la culture. Il y a un élément réglementaire. Oui, il y a un élément tarifaire, on n'aura pas le choix, mais tu sais, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui pourrait arriver comme crise? Tu sais, en réalité, s'il n'y a plus de puissance à un moment donné, est-ce que pendant une période de froid, est-ce que le réseau pourrait flancher? Tu sais, ça, je n'ai pas cette compétence-là en termes de sécurité réseau, mais à un moment donné, c'est sûr qu'on va frapper un mur puis il va falloir réagir. Fait que, euh, comme je dis, plus on tarde, ben, tu sais, il faut agir à un moment donné en termes tarifaires. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on aurait pu faire il y a quelques années, de dire on va augmenter les coûts, les tarifs de 5 par année, puis on va augmenter la pente tranquillement. Ben, peut-être qu'à un moment donné, plus on retarde la décision, ben, à un moment donné, la pente risque d'être drôlement abrupte, puis les entreprises et les citoyens ne seront pas capables de s'habituer. Tu sais, autant en termes de finances publiques, tu sais, les budgets se resserrent, puis on essaie de couper. Puis de l'autre côté, aujourd'hui, tu sais, on a un gouvernement en disant ben, on va maintenir les coûts à 3. Puis les coûts d'Hydro-Québec en termes d'approvisionnement continuent d'augmenter. Fait que, tu sais, là, la question, c'est est-ce que le gouvernement va subventionner les citoyens pour qu'ils ne payent pas cher d'énergie? Mais à un moment donné, cet argent-là, il faut apprendre quelque part. Puis, c'est juste peut-être un petit élément. Tu sais, j'adore analyser les chiffres. Hydro-Québec a lancé un plan pour 2035. Je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais je pense que c'est 165 milliards d'investissements. Le chiffre d'affaires d'Hydro-Québec aussi autour de 12 milliards par année, avec des profits dans les dernières années là, qui étaient autour de 3,5 à 4 milliards. Fait que si tu investis cet argent-là, ben, le 4 milliards là, de profit, qui va être encore versé au gouvernement, si la réponse est non, il faut que tu ailles la chercher à quelque part. Cet argent-là, tu sais, j'essaie de calculer, ça peut représenter 1 500, 2 000 par citoyen actif. Fait que, tu sais, c'est quand même, tu sais, il y a un coût à notre surconsommation énergétique, tu sais, au-delà de ce qu'on paye, mais au point de vue sociétal, il va y avoir un coût énorme. Fait que ça, je dis, le coût de l'inaction et de repousser le problème est quand même assez énorme. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de te rencontrer Éric Lachance. Tu sais, on parle aussi de décarbonation, puis là, on dit: «Ah, tu sais, on devrait enlever le gaz, tu sais, ça devrait plus être possible» ou autre. Mais tu sais, juste en termes tu sais, je vais dire des chiffres en puissance, mais c'est juste pour voir l'ordre de grandeur. Le réseau d'énergie représente à peu près 50 de la puissance qu'au Québec a disponible. Fait que si demain matin, là, on dit il n'y a plus de gaz au Québec, là, faut que tu viennes grossir aujourd'hui Hydro-Québec de 50. Quelque chose qui est bâti sur plusieurs années avec des rivières qui offraient un potentiel monstre de puissance. Fait que c'est juste impossible. Tu sais, aujourd'hui, dans la transition énergétique, tu as des visions qui s'affrontent. Moi, je vois ça un peu comme un virage. Tu as du monde qui veut prendre un virage hyper court. Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu prends un virage court, tu as des chances de prendre le décor pas mal. Il y en a qui veulent prendre le virage extrêmement long, mais là, tu as des chances que le virage ne se fasse jamais. Fait que, tu sais, il faut trouver cet angle-là qui est idéal, qui est difficile à identifier quand tu as un dossier aussi polarisant que l'énergie en termes de coût énergétique, en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou autre. Fait on aurait vraiment besoin au Québec d'avoir une discussion entre tous les intervenants pour être capable de se donner justement c'est quoi cette tendance-là, c'est quoi cette vision-là, c'est quoi le virage que le Québec veut prendre pour s'assurer de réduire les risques au point de vue sociétal, au point de vue économique, parce qu'il y en a d'énormes. Fait il n'y a pas encore eu cette réflexion-là, mais assurément qu'il va falloir l'avoir, sinon tous les problèmes, on pète le problème en avant encore aujourd'hui. Parce que c'est excessivement naïf aussi de penser qu'on peut faire une transition énergétique, changer totalement notre consommation d'énergie et que tout va se faire du jour au lendemain puis qu'on va payer le même prix de notre énergie. Je pense qu'il y a aussi ça des fois qu'il y a beaucoup de gens, le commun des mortels oublie que si on prend l'énergie à droite et qu'on consomme plus celle-là à gauche, ben il y a un prix à ça. Et il y a peut-être même un énorme prix à ça.
Ça, il y avait, je me rappelle plus c'est qui avait dit ça, mais il dit: faut être fou à être économiste pour croire à une croissance illimitée dans un monde limité». C'est la même chose, tu sais, on le voit avec l'énergie, on le voit avec les ressources naturelles, tu sais, on Ben a oui. vécu dans une économie, linéaire, entre l'extraction des ressources naturelles et l'enfouissement. Tu sais, le taux de circularité en Europe est autour de 26-28. Fait que la quantité de matière qui est réinjectée dans l'économie est autour de 26-28. Au Québec, je pense qu'on est autour de 2 à 3. Fait qu'on a un énorme travail encore à faire pour retomber justement cette Hum. conscience-là qu'on vit sur une Oh, planète wow. avec des limites finies, là. On est à 15x de moins que l'Europe Ouais, dans, tu sais, dans le je vais contexte actuel. Ouais. ouais, je vais te donner l'exemple d'une entreprise européenne. La dernière fois, j'assistais à une conférence, puis elle disait: «Dans les dernières années, on a investi pour» justement, eux, ils prenaient de l'eau ils étaient dans le textile, puis après ça, ils rejetaient l'eau. Puis là, on a dit, tu sais, valeur environnementale, ils ont dit: «Ben, nous, on veut devenir là, tu sais, autosuffisant, tu sais, de recirculer notre eau, puis pas être dépendant des ressources». Fait que quand Hum. est arrivé les sécheresses en France, là, avec les périodes de coupure d'eau, ils auraient été obligés d'arrêter leur production. Fait qu'eux, par rapport à une Oh, valeur de wow. développement durable ou autre, se sont retrouvés extrêmement résilients quand il est arrivé des problématiques de sécheresse en France. Fait que dans le fond, une entreprise qui aurait pu être en difficulté opérationnelle et d'arrêter leur production, ben, se sont ramassés à être très résilients. Fait que c'est là aujourd'hui que les entreprises doivent comprendre que oui, il y a un coût à investir en développement durable. Et des fois, les économies sont pas tangibles, mais par contre, il y a une réduction du risque pour ces entreprises-là qui est quand même assez énorme. Moins tu es dépendant de sources externes, ben, plus tu es résilient. Mais est-ce que tu viens pas de mettre le doigt sur le problème ici? C'est-à-dire que sachant que tu vis dans une abondance d'énergie, c'est excessivement difficile d'avoir une conscience de qu'est-ce que l'énergie, comparativement à un continent européen où est-ce que je l'expliquais un petit peu plus tôt, c'est beaucoup plus cher pour la majeure partie des pays en Europe, l'énergie, peu importe de laquelle qu'on parle ici. Donc, automatiquement, quand ça affecte davantage ton porte-monnaie, jour 1, tu as une conscience qui est plus accrue comparativement au Québec, que le coût est quasiment nul. Donc, c'est peut-être plus difficile de comprendre l'enjeu ici. Oui, effectivement, il faut qu'il y ait cette conscience-là. Puis les entreprises sont extrêmement à risque parce que justement, Euh, tu sais, moi, ce que je dis aux entreprises, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, toutes dans un bâtiment, ça vit, tu sais, les systèmes, il faut que tu les remplaces. Fait que si tu te dotes d'une vision d'un plan sur 15 ans pour atteindre la carboneutralité puis atteindre une performance énergétique élevée, ben, tu peux le faire dans la vision de remplacement des équipements. Fait que tu ne vivras pas avec un choc économique. L'entreprise qui tête le problème en avant puis qu'à un moment donné, tu vas faire: «Hey, les tarifs énergétiques augmentent d'une manière significative, qu'est-ce que je dois faire?» Ben là, vont réagir, puis là, vont faire: «Ah, mais là, je viens de remplacer tous mes systèmes, ça veut-tu dire qu'il faut que je les remplace encore?» Ben, la réponse risque d'être «oui». Fait que dans le fond, tu sais, c'est encore là, c'est un aspect de vision puis de voir c'est quoi notre tolérance au risque. Fait qu'aujourd'hui, moi, les financiers qui me disent: «Ben, il y a un risque d'investir en efficacité énergétique», moi, je dis: «Ben, le risque est encore beaucoup plus grand de ne pas le faire». Puis là, je leur explique pourquoi, puis quand je leur explique pourquoi, là, ils font comme: OK, OK, puis là, par où commencer ou autre. Fait que c'est là qu'on aide avec eux à leur bâtir une vision, à leur bâtir des outils décisionnels ou autres. Mais il faut avoir ce constat-là. Mais aujourd'hui, les entreprises que je rencontre, ceux qui sont réellement ouverts à entendre ce discours-là, c'est encore une très faible petite partie. C'est peut-être 15 des propriétaires d'actifs au Québec. Fait que moi, ce que je dis, ben, pour ces 15%-là, ils vont avoir plein d'opportunités dans quelques années. Fait que Ouais. on va s'assurer de bien les accompagner. Bon, en tout cas, je pense que tu as le bon angle. Si tu veux faire comprendre des choses aux gens au niveau de la carboneutralité, de l'importance de la consommation énergétique, des différences qui se font d'un pays à l'autre, tu vois, juste dans la conversation que j'ai eue avec toi aujourd'hui, ça m'a ouvert les yeux sur un paquet de choses que peut-être même moi, je n'avais pas nécessairement réalisé dans le passé. Mais quand ça impacte ton porte-monnaie, habituellement, c'est là que tes yeux s'ouvrent et que tu commences à comprendre un petit peu qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Donc, si vous êtes en train de mixer génie conseil et dynamique de finance, tout ça ensemble, j'ai l'impression que c'est un bon angle pour Aconovia. Est-ce que je me trompe? C'est un excellent tremplin pour le futur et pour poursuivre notre croissance. Et c'est quoi, là? Qu'est-ce qui vous attend pour la suite, les 12-24 prochains mois? Ben, je te dirais qu'à l'année 2025, avec la fusion, la thématique va être une année de consolidation. Fait qu'on va s'assurer de tout bien digérer, tout ça, puis qu'on soit capable de continuer sur des bases solides. Fait que je te dirais que cette année,
c'est vraiment une année de consolidation avec le marché. Puis c'est ça, on est dans une période aussi avec les élections de transition, aux États-Unis, au Canada, il y a une certaine insécurité politique. Fait que, je dirais, nous, de notre côté, on commence le travail. Puis aussi, on va commencer dans une dynamique où on veut s'assurer de travailler avec les bons clients. On est dans un marché en pleine croissance et la quantité de main-d'œuvre est limitée. Fait qu'on veut s'assurer de nous travailler avec des clients qui sont des partenaires pour le futur, que nous, on devienne vraiment un partenaire comme on a toujours été comme une équipe interne. Puis je dirais aussi, on est en train de bien identifier ça va être qui nos partenaires, puis peut-être aussi des clients là, qu'on va commencer à filtrer, là, qui justement va s'assurer de donner toutes nos disponibilités à ceux qui veulent avancer. Et peut-être des petites questions personnelles pour terminer. J'aime toujours savoir pour les gens qui viennent sur le podcast, est-ce que tu as des lectures, des podcasts que tu aimes, que tu aimerais peut-être partager avec notre audience? Honnêtement, pas assez. J'essaie d'avoir plus de temps de lecture ou autre. Je dois t'avouer que je prends beaucoup de mon temps personnel pour faire plus des activités sportives qui fait mon équilibre au point de vue de mon cerveau entre le travail ou autre. Parce que sinon, je fais beaucoup de lectures en lien avec le secteur économique ou autre. Mais je dois t'avouer que j'aimerais mettre dans mon horaire des périodes de lecture. Ma bibliothèque, ma liste de lecture à avoir est en attente, mais là, je suis en train de lire un livre là, de Hubert Joly, celui qui est redressé à Best Buy. Ce que j'aime, il y a quelqu'un qui me l'a recommandé, puis c'est parfaitement aligné avec ma vision. Mais en termes de taille d'entreprise, je suis rendu à une étape où les éléments intuitifs, je dois les nommer. Je dois t'avouer que ce livre-là m'aide beaucoup à être capable de nommer C'est quoi son nom? Hubert Joly. Oui, Hubert Joly, mais le nom du livre? J'ai Je vais le trouver. Je vais le trouver parce Ouais. que c'est un excellent CEO, Hubert Joly, pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, je vais trouver le nom. C'est Hubert. vraiment intéressant ce qu'il a fait. Il a pris une entreprise qui était très axée juste profit, puis il a dit, au bout de la ligne, une business qui est juste profit. Puis, moi, je suis une nature très collaborative. Des fois, c'est un peu contre-intuitif. Moi, je dis, des fois, je partage des informations à des clients, à des compétiteurs, puis je fais comme, on va toujours avoir une longueur d'avance, puis on va juste faire évoluer le marché, puis on va grandir ensemble. Puis, il y en a qui sont un peu contre-intuitifs. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est quand il a vu que toutes les Apple puis tout le monde commençait à se faire des boutiques, il les a tous approchés puis il a dit « Hey, je vais faire une section Apple dans mes magasins. » Fait que, tu sais, ouvrez-en pas dans les coins de magasins, vous allez avoir, proche de mes magasins, vous allez avoir votre place. Tu sais, Apple identifié ou autre, que vous pouvez faire. Fait que, tu sais, il dit, vous allez sauver des frais, vous allez pouvoir vendre. Et tu sais, le commerce électronique est un risque. Fait qu'il a fait des postes de distribution d'Amazon dans même ses magasins. Fait que, tu sais, de voir comment les risques peuvent se transformer en opportunités et de le voir en termes de c'est pas des compétiteurs, c'est des personnes que, tu sais, ça peut être des compétiteurs collaborateurs au bout de la ligne. Fait que, tu sais, moi, ça correspond parfaitement à mes valeurs, puis j'aime traiter un peu ça. Fait que comme je dis, ça me permet de mettre des mots puis de mettre des images sur ces éléments-là, pour moi, qui sont purement intuitifs. The Heart of Business, Leadership Principles for the Next Era of Capitalism. Hubert Joly en français, l'entreprise, une affaire de cœur. Oui, un grand CEO, c'est Hubert Joly. Intéressant et bon, peut-être pour terminer, est-ce que tu as une routine avant, pendant et après le travail? Non, je te dirais que ma balance vient dans mes entraînements de triathlon. Là, je te dirais, je fais des demi-Ironman depuis 3 ans. Fait que je te dirais que ça, comment je pourrais dire, c'est dans mon déséquilibre, c'est mon équilibre. Fait que j'ai pas de routine précise, mais dans le fond, j'ai une routine, je te dirais, hebdomadaire dans laquelle je dois placer mes entraînements. Fait que je te dirais que c'est ce qui fait mon équilibre dans mon déséquilibre. J'adore ce que j'entends. Bon, peut-être pour terminer, si on va en savoir un petit peu plus sur vous, peut-être vous avez des postes ouverts, des gens dans notre catégorie qui voudraient travailler avec vous. Meilleur endroit pour vous rejoindre? Je pense que c'est par mon adresse courriel, là, pudon@conavia.ca, akonovia.ca. Je suis une personne quand même assez disponible malgré mon horaire. Là, j'aime échanger, j'aime rencontrer les personnes. Là, fait que ça m'a toujours été un plaisir d'échanger sur la thématique.
On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Philippe Hudon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Fascinant cette conversation qu'on a eue ensemble. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance. Merci beaucoup, Antoine.